Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir et de deuxième séance de hausse consécutive pour les actions européennes en ce début d'année 2023. C'est pour l'instant un carton plein avec encore une hausse de 1% et plus pour les indices actions en Europe qui ont débuté l'année hier alors que les principales places asiatiques et anglo-saxonnes connaissent aujourd'hui leur première séance de marché de cette année 2023. Ça s'est plutôt bien, voire très bien passé en Asie ce matin avec un début solide par exemple pour l'indice de Hong Kong en Asie. C'est un peu plus mitigé, on va le dire comme ça, en ce début de séance aux États-Unis pour cette première séance boursière de l'année avec notamment la chute de 10% du titre Tesla qui plombe encore un petit peu l'ambiance sur le Nasdaq notamment. Mais le Dow Jones et le S&P 500 sont proches de l'équilibre au moment où on se parle. Voilà donc pour le tableau du jour sur les marchés. Nous aurons l'occasion de revenir sur les enjeux de 2023, bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Une première bonne surprise sur le front de l'inflation en ce début d'année, c'est la baisse plus forte que prévue du rythme d'inflation en Allemagne au mois de décembre, avec une inflation selon les données harmonisées européennes qui tombe à 9,6%, plus 9,6% sur un an pour l'inflation en Allemagne au mois de décembre. Le marché attendait un chiffre encore supérieur à 10%, venant de plus de 11% au mois de novembre. Sur un mois, l'inflation globale baisse d'1,2%. C'est la plus forte baisse mensuelle d'inflation en Allemagne sur un mois depuis 2015. Néanmoins, attention, ça n'est qu'un chiffre qui ne fait pas une tendance et surtout, derrière cette détente de l'inflation globale, il y a quand même toujours l'idée d'une inflation qui se diffuse à l'économie. Quand on regarde notamment la partie services, on voit une inflation qui continue de progresser en Allemagne et qui atteint désormais quasiment 4% sur un an, venant d'un peu plus de 3,5% pour le mois de novembre. Nous aurons encore des chiffres d'inflation pour le reste de la zone euro dans les prochains jours et la première estimation globale pour l'inflation zone euro qui sera publiée ce vendredi. On notera, après ces chiffres publiés en début d'après-midi, une détente obligataire qui s'est accentuée avec des rendements qui sont en baisse significative sur la journée, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Voilà donc pour le programme du jour pour débuter cette année 2023. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, chaque soir à partir de 17h45, nous nous replongerons même dans le marché des bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est un thème que nous avions abordé avec un des analystes de Bryan Garnier il y a quelques mois à peine. Nous y reviendrons avec Paul Defroment qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45, donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est avec nous, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports-en-Par. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Nathalie Pelleras de nous accompagner également. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, directeur général de 4 Points IM et Eric Venet avec nous également en plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Votre état d'esprit de début d'année, Sandra, je me tourne vers vous. Alors, effectivement, il y a toujours l'effet marketing calendaire, on remet les compteurs à zéro. Bon, l'histoire, oui, ça fait du bien de reprendre une page blanche pour écrire une nouvelle histoire sur les marchés pour l'année 2023. Néanmoins, ce début d'année s'inscrit quand même dans le sillage de ce qu'on connaît depuis quelques mois maintenant, notamment sur les actions européennes, avec un rallye en octobre, en novembre, jusqu'à un point haut mi-décembre, petite phase de retracement et de consolidation. Et puis on voit que sur les deux premières séances de l'année, en tout cas, l'appétit est toujours là. Revient, peut-être. On est plutôt positif, nous, sur l'année 2023, pour des raisons, alors déjà, statistiques. C'est très rare d'avoir 2 années consécutives de baisse. On a regardé un petit peu sur les marchés américains, notamment sur le S&P, où c'est arrivé 4 fois depuis 1929. Donc, en croisant les doigts pour que ce ne soit pas cette fois-ci la 5e. Et puis, globalement, on est à peu près en ligne avec le consensus, qui est plutôt haussier, avec, je dirais, des performances des indices globaux de l'ordre de 7 à 10%.
On a quand même une préférence pour les actions européennes, très clairement. On n'est pas biaisé, mais voilà. Au niveau indiciel, pour les US, la concentration sectorielle et sur les techs est quand même encore assez lourde et on n'a pas encore de retournement haussier. Donc voilà, on a encore d'ailleurs une dévalorisation qui sont très importantes malgré les baisses donc, de 2022, que ce soit sur le S&P ou sur le Nasdaq. Donc il y a quand même encore un petit peu de place certainement pour de la baisse. Sur la partie européenne, je vais vous passer l'argument sur la valorisation, parce que voilà, on a tous en tête les valos des marchés européens, mais il y a des choses également, et là c'est toujours de manière indicielle, parce qu'en stock picking, il y a toujours des choses à faire, quel que soit notre pays. Mais sur la concentration indicielle des indices européens, le poids de l'industrie, qui est le super secteur, est quand même assez important. Et pour nous, il s'est vraiment passé quelque chose sur ce secteur-là, le secteur de l'industrie. On fait un micro-flashback, on revient en septembre 2021. Septembre 2021, l'industrie se retourne à la baisse. Un mois après, on a la tech, un mois après, on a le marché, globalement. Donc, l'industrie est early cyclical, c'est assez logique. Et puis, on a eu une année 2022 assez compliquée. Là, il s'est passé quelque chose pile un an après, donc en septembre 2022, où on a l'industrie. Alors, je ne parle pas du pétrole et de la finance, etc., des secteurs qui se tenaient déjà très bien, mais l'industrie s'est retournée à la hausse. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un déclencheur. Et compte tenu du poids de l'indice, enfin, le poids de l'industrie, dans les indices, on a des chances pour que la surperformance européenne se poursuive. Et alors, on peut aller un petit peu plus loin en disant, voilà, est-ce que ce retournement haussier a une valeur prédictive sur l'année 2023 ? Je l'espère. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a en tête pour 2023. Est-ce qu'il faut s'étonner, Sandra, parce que c'est pas forcément dans le playbook historique des investisseurs, puisque on n'arrête pas d'attendre la récession, la plus attendue de l'histoire, qui finira par arriver à un moment, de voir justement cette partie cyclique du marché, cette partie industrielle, redémarrer aussi fort, comme vous l'avez souligné en octobre-novembre. C'est vraiment cette thématique-là qui a tiré la hausse des marchés et des marchés européens notamment. Est-ce qu'il faut s'en étonner ? Est-ce qu'il faut s'en méfier ? Alors que tout le monde a en tête qu'il y aura un épisode de ralentissement plus ou moins fort au cours de cette année 2023 pour la zone économique européenne. Oui, alors bon, il y a deux éléments. On a déjà atteint des pics de valorisation extrêmement faibles entre les valeurs cycliques industrielles et le reste de la cote. Donc il y avait déjà des très bonnes opportunités sur la dernière partie de l'année. Et à côté de ça, c'est peut-être aussi le sentiment de marché qui ne croit pas forcément à cette récession, en tout cas une récession relativement soft. Et puis quand on regarde un petit peu, en tout cas les industriels européennes, on a quand même des mastodontes, on a des boîtes qui sont extrêmement bien gérées. Quoi qu'il arrive, alors j'ai des noms comme ça, les Siemens, les Schneider Electric, qui arrivent à avoir, notamment pour des Schneider, des marges opérationnelles à 2 chiffres, quelles que soient les tempêtes qui se passent. Il suffit de regarder 2020, comment la société a été extrêmement bien gérée et elle a réussi à délivrer des marges toujours à 2 chiffres. Donc il y a aussi ce tissu industriel européen voilà, qui est de qualité et qui permet aussi au marché de rebondir. Et pour vous, ça restera un thème majeur de 2023 ? Complètement. Déjà de fin d'année dernière, puis majeur vraiment et clé, en tout cas pour la surperformance de l'Europe versus en tout cas les US. Eric, qu'est-ce qui peut justifier d'être optimiste au-delà du fait qu'on a tous envie d'être optimiste en début d'année? Généralement, on est porté par l'allégresse des fêtes et de la nouvelle année qui débute. Mais est-ce que là, il y a quand même des raisons d'être un peu plus optimiste malgré ou avec tout ce qu'on a traversé en 2022 et même depuis 3 ans. Mais parce qu'on a traversé, c'est parce qu'on a traversé ça. En fait, il y a un an, en fait, on sort du Covid, on a une puissance de la demande très forte, on a un problème d'offre puisque on avait des chaînes de production bloquées et on a une inflation. On se dit bon, ça va le faire, et en fait ça le fait pas parce que tout simplement parce que les perturbations sont trop importantes. Donc on essaye de ralentir la croissance, la demande plutôt, et la seule chose c'est de remonter les taux d'intérêt très très vite. Alors je me souviens d'avoir dit il faut que ça soit très très vite pour qu'on ait mal une fois et puis on retrouver l'équilibre. Donc on est à ce stade-là, c'est-à-dire que maintenant il faut qu'on trouve l'équilibre, le nouveau taux d'équilibre, d'intérêt d'équilibre. Et on l'a toujours pas. Enfin, on sait où on en est à peu près, mais on n'est pas encore bien certain. Donc, on a fait un pas de géant. On est en train de stabiliser par rapport au taux espéré. Et ça dépend de la croissance, évidemment, et ça dépend des anticipations des agents. Donc, pour l'instant, ça roule. Je veux dire qu'en fait, on a un ralentissement, mais on n'a pas un effondrement. Enfin, parce on voulait simplement arrêter cette surchauffe des anticipations. Donc, ça calme l'inflation. Donc, au fur et à mesure que l'inflation ou les anticipations d'inflation vont baisser,
le marché va reprendre confiance. Au fur et à mesure qu'il y aura des petits relents, eh bien, les banquiers centraux taperont un peu sur attendez, vous calmez, jusqu'à temps ce qu'on trouve sur un niveau d'équilibre. Une fois qu'on l'aura trouvé, on aura le scénario globalement idéal. Ça, c'est ce qui nous attend depuis mars. Le gros problème, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est la Chine. Et là c'est autre chose, en fait. C'est la seule chose qui peut perturber cette vision, cette grille de lecture. Ce qui vous dérange dans la Chine plus que d'habitude, hein. On a toujours facile de trouver des risques venant de Chine. Hein, mais... Non, tout simplement parce que la Chine, on passe de confinement de 0 à 1. Voilà. Ouais. Et sans passer par une période transitoire. Et ça va simplement attiser encore plus les problématiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes d'offres dans des secteurs qu'on ne peut pas maîtriser au fur et à mesure de la propagation de la crise sanitaire, première chose. Et deuxième chose, on est incapable aujourd'hui d'anticiper quelle sera la consommation des Chinois, quelle sera la nouvelle anticipation des consommateurs et des producteurs chinois. C'est ça la problématique. Et ça joue quand même. Dans quelle mesure Pékin va pouvoir restaurer la confiance du consommateur chinois après tout ce qu'il a traversé entre les confinements pendant 3 ans et la chute du marché immobilier? Donc ça vient rajouter, alors que pour l'instant on était bien isolé avec la Chine. Il faut craindre de nouvelles perturbations dans les chaînes de valeur, comme on l'a vécu pendant la période pandémique, au pire en 2020 et pendant les trimestres qui ont suivi, ou est-ce qu'on peut imaginer quand même que les entreprises, les industries notamment, se sont organisées en conséquence? Mars 2020, c'est à la fois loin et encore très frais dans les esprits. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de s'adapter quand même depuis, j'imagine. On rajoute juste un peu plus d'incertitude, en fait, du côté de l'offre aussi, et avec un point d'interrogation sur la demande. Donc, ça crée un peu plus de perturbations. Mais si on met à part ça, je reste positif avec la même grille de lecture. Alors moi, ce qui m'importe, c'est que la grille de lecture reste identique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on anticipe que c'est le point haut de l'inflation, que l'inflation va redescendre, si vraiment on est un peu trop optimiste, boum, on a un coup de bâton des banquiers centraux, jusqu'à temps qu'on ait le fameux taux d'intérêt et surtout d'inflation à partir du moment où on se sera stabilisé. Et ça, on ne l'a pas encore. La BCE, notamment, a l'air de chercher ce taux encore beaucoup plus que la Réserve fédérale américaine. Oui, parce que c'est un peu plus compliqué pour l'Europe, puisqu'en plus, on a un problème énergétique que n'ont pas forcément les Américains. Et puis, la guerre Ukraine-Russe est quand même à nos portes. Et en énergie, c'est un peu plus compliqué quand même. Si on s'était dit que le prix du gaz avait chuté comme on vient de le voir, voilà. Donc, il y a toutes ces incertitudes-là, ce qui fait que c'est plus compliqué d'obtenir le taux neutre, taux final en Europe. Bon, on verra, les prochaines réunions seront fin janvier, début février pour la Fed, le 2 février pour la Banque Centrale Européenne. La Fed passera peut-être à 25, la BCE, elle, Christine Lagarde a envoyé un message très clair en disant que ce serait 50 au moins 2 fois. Oui, elle l'a dit. Voire elle l'a dit. Possiblement pour un troisième meeting. Il fallait refroidir un peu les anticipations, parce que fin d'année, on était un peu plus bullish sur le dès que les conditions de marché se détendent, il faut calmer. Ouais. C'est impératif. Ouais, c'est un jeu de stop and go qui va être intéressant à suivre en ce début d'année 2023. Nathalie Pelleras, vos commentaires de début d'année et puis les éléments peut-être de réflexion, d'analyse là, qui guident l'élaboration des stratégies d'investissement qu'on a pour 2023. Sachant, je le dis d'un mot, c'est assez nouveau, mais l'objectif maintenant des gérants d'actifs, ça va être de battre l'inflation. Ce qui n'était pas le sujet pendant 10 ans. Maintenant, même si l'inflation va sans doute rebaisser, tout le monde l'attend, il y aura toujours un peu plus d'inflation que ce qu'on a connu il y a 10 ans. Donc il va falloir quand même essayer de battre l'inflation avec des rendements sur des marchés monétaires qui sont déjà de solides références, on va dire. Il va falloir revenir en fait à des fondamentaux qu'on avait un peu oubliés sur les marchés depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que ça crée un nouvel environnement, mais qui est un environnement beaucoup plus sain, en fait. C'est normal d'avoir des taux positifs, c'est normal que... Normalement, il faudrait qu'on ait une courbe des taux aussi dans le bon sens, qui n'est pas encore totalement rétablie. Mais les phénomènes, tout ce qui s'est passé en 2022, il y avait un excès d'attente, en fait. Les marchés s'étaient auto-convaincus que les planètes restaient toujours bien alignées. Et puis, on a sous-estimé le conflit en Ukraine. On n'imaginait pas que ça a autant de répercussions, ça dure autant. Et je pense que grâce
quand même à la bonne communication et au ton dur, compris les banques centrales, que ce soit d'abord Powell à l'automne, puis Madame Lagarde. Ils ont vraiment réussi à redriver les marchés pour dire que leur lutte, c'était l'inflation, quels que soient les impacts qu'il y a derrière, alors que les marchés avaient eu tendance en 2022, et ça de façon très très malsaine, à vouloir applaudir les mauvaises nouvelles. Dès qu'un marché applaudit des mauvaises nouvelles, à dire que on anticipe de voir une récession, super, la Fed va rebaisser ses taux. Et alors que là, on est revenu un petit peu, je dirais, dans une logique normale. C'est-à-dire qu'on part en début d'année en ayant anticipé quels sont les aléas qui pourraient venir perturber, où sont les facteurs négatifs, combien de temps est-ce qu'ils peuvent durer. Donc en fait, il y a un potentiel de bonnes surprises, proportionnellement aussi peut-être important pour 2023 que le potentiel de mauvaises surprises était important en 2022. Après avoir pêché un petit peu par excès, les marchés, c'est toujours comme ça. Regardez les détentes qu'on a depuis le début de l'année. Tout s'enflamme très vite. Typiquement, on parlait des météos tout à l'heure avant l'antenne, le fait qu'il fasse plus doux, que les stocks de gaz soient à un niveau record, en fait 10 points au-dessus de ce qu'elles ont été historiquement. On se dit, ok, ben si en fait il fait pas trop froid et vu le niveau de stock, a priori, les pressions inflationnistes qu'on a eues, les matières premières énergétiques sur 2022, ça va être l'inverse sur 2023. C'est-à-dire que ça va peut-être presque aider l'Europe après l'avoir pénalisé. Exactement. La Chine, de toutes les manières, ça reste un gros facteur d'incertitude. Pourquoi ? Parce que c'est le gros driver de croissance mondiale depuis des années et que c'est la première année sur lesquelles, en fait, ça va plus être un ralentisseur, en fait, de croissance. Mais l'effet chinois était déjà négatif, en fait, en 2022. Et ça reste, encore une fois, quelque chose qui a un gros aléa, mais qui est intégré par le marché. Il reste, par contre, derrière, l'anticipation, comment les entreprises vont s'en sortir dans ce marché-là. Ce que disait Sandra tout à l'heure, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est vraiment en début d'année, comme chaque début d'année, on attend une croissance des marchés de 7 à 10%, qui doit être l'espérance de croissance des résultats. Mais la vraie différence, c'est que c'est pour ça que je suis assez d'accord sur l'analyse sur le secteur industriel, parce qu'il a mangé son pain blanc et surtout, il n'est absolument pas dépendant de la politique monétaire. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu beaucoup les techs qui ont été attaqués ? Pourquoi ? Puisqu'en fait, tout tension sur les taux, alors que les valeurs industrielles, en plus européennes, globalement, ce n'est pas les plus chères. Donc, ce n'est pas celles qui sont les plus sensibles à la politique monétaire. On anticipe déjà aussi, quelque part, un point de récession. C'est exact et tout le monde sait qu'il va y avoir la récession. La question, c'est quand est-ce que ça va être un peu. Et donc, dans les prévisions de résultats aussi, tout ça, ça dégré. Donc, à part des surprises géopolitiques, bien sûr, quelque chose qui s'aggraverait, elles sont qui traînent encore plus avec la Russie, donc qui sont quand même des éléments, des gros aléas, ou bien le fait qu'au final, les politiques monétaires n'aient pas été assez dures et que l'inflation n'arrive pas à être contenue parce que les chiffres de l'emploi aux US restent encore bons, trop bons. Et là, qui pourrait redonner un terrain assez volatile sur les marchés. Sinon, là, on est quand même sur une logique ce qui est privilégié, c'est là où, encore une fois, on peut avoir de la visibilité. D'accord. Et donc, vous dites, comme c'est pas une mauvaise idée d'avoir un peu de surpondération sur la thématique industrielle, malgré, encore une fois, le ralentissement économique qui va arriver. Parce que la contrepartie de la désinflation qu'on va voir en 2023, c'est aussi qu'on va se prendre en plein le choc monétaire qui a été engagé en 2022. Ça va être un sacré vent contraire. Et on marche un peu en terrain inconnu. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des taux à 3,5 ou 4% en zone euro ? On avance step by step. 50 BP par 50 BP pour l'instant. C'est pour ça que ça dépend dans l'industrie. En fait, il y a aussi différents types d'industrie. Les valeurs qui étaient citées, il ne faut pas oublier non plus qu'une grosse partie de l'industrie européenne et de l'industrie mondiale va bénéficier de ces plans pour la transition énergétique environnementale et que les premiers bénéficiaires de ça, donc ça, ce sont mieux que d'un soutien monétaire, parce qu'en fait, c'est des plans d'investissement, on vient leur financer leur investissement pour leur chiffre d'affaires et leur rentabilité future. Et donc, il y a une visibilité énorme sur ce segment-là. Bien sûr, il y a un côté conjoncturel cyclique, mais la trame de fond sur les gros mastodontes de l'industrie, notamment européenne,
il y a quand même un boulevard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de volatilité, mais que la crainte sur est-ce que les marges pourraient être maintenues, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette crainte-là, parce qu'il y aura ces soutiens de plan. Les secteurs aussi défensifs, au sens propre et figuré, là aussi peuvent continuer à tirer un peu leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que, dessus, il n'y a pas de dépendance industrielle ou de la pure consommation. Et il se traite sur des niveaux de valorisation assez cohérents, assez moyens. Il n'y a pas de prime par rapport au passé. Alors bien, il n'y a pas non plus de décote. Mais ces segments-là, qui, quand on a peu de visibilité, c'est ceux qui se sont bien comportés en 2022. Mais derrière le thème de l'industrie, c'est le thème de l'investissement, le thème des capex, etc. C'est assez nouveau dans le paysage des marchés. C'est pas ce qui a drivé les marchés pendant 10 ans. Avait oublié que l'industrie, c'est ça en fait. Ouais. C'est le premier facteur en fait du moral des investisseurs et le moral des chefs d'entreprise, c'est l'investissement. En fait, dès que vous voyez qu'une boîte arrête d'investir, c'est les prémices, c'est là en fait qu'on sait que derrière il va y avoir plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'ils anticipent bien. Et là, les capex sont là, et puis elles ont quand même profité de ces années pour bien se restructurer capitalistiquement. Et donc, on n'est pas sur les mêmes dérives qu'on a pu connaître au début des années 2000. En fait. Oui, c'est pas 2007, c'est pas la situation pré-récession de 2007 où on était dans une euphorie généralisée, du M&A partout, des investissements dans tous les sens. Non, là, chaque euro de cash est géré avec grande discipline, grande prudence, au moins depuis 3 ans, j'imagine. Alors après, il y a aussi une fragilité qui reste quand même sur les marchés, qui est que justement, par rapport à ce que vous disiez, on n'a pas encore vu, et tant mieux, de catastrophes sur de l'immobilier, sur des hedges, sur des choses comme ça, sur lesquelles, par rapport à une crise de liquidité, qui pourrait... parce que ça aussi, je pense que la gestion du risque a été bonne. La vraie difficulté qu'on va avoir en 2023, c'est le couple rendement-risque, en fait, qu'on va tous avoir en gestion. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur la fin d'année dans le marché obligataire, où vous pouviez avoir, en fait, sans aller chercher vraiment du risque, avec des signatures investment grade, avec des durations courtes, 1 an, 2 ans, vous aviez en rendement embarqué à peu près la même chose que sur des durations de 3 à 5 ans avec du high yield. Et donc là, en fait, le couple rendement-risque était en faveur de peu de risques. En fait, moins vous prenez risque, presque plus vous pouvez avoir des répondre. C'est ça l'ajustement auquel on va devoir faire face. Et ça, il va y avoir une grosse volatilité tant que les marchés s'ajusteront justement au fur et à mesure des nouvelles. Ça va être ça, je pense, notre challenge. Sandra, vos commentaires, bien sûr. Quel type de corrélation il faut attendre entre les grands marchés, actions et obligations ? On a une corrélation très positive en 2022, qui justement a été très délétère pour toutes les gestions équilibrées, 60-40, 70-30, ou 50-50, etc. Est-ce qu'on va retrouver une corrélation négative, c'est-à-dire qu'avec des rendements qui montent, le prix des obligations baisse, bien sûr. Est-ce qu'en face de ça, on peut avoir des mouvements de hausse des marchés actions et vice-versa ? Est-ce que c'est ce type de corrélation qu'on a envie de revoir se mettre en place pendant cette année ? Alors, je ferai juste un micro-pédalage sur la partie industrielle, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ça, mais on ne fait pas forcément un portefeuille qu'avec de l'industrie. Non. C'est juste un petit rappel des 2 secteurs aussi qui ont extrêmement bien poussé. Et donc, le pétrole, sur lequel il n'y a pas de sujet, je pense que tout le monde est d'accord. Et c'est toujours, c'est encore un boulevard. On reste embarqué, il y a encore du vent dans les voiles. Je vais pas regarder le cours aujourd'hui, mais c'est une boîte qui est extrêmement bien gérée, qui a mis à profit justement les profits exceptionnels pour se désendetter, entre autres. Enfin, voilà, il y a une pression inflationniste a priori sur le pétrole avec la Chine, qu'elle s'ouvre bien, pas bien, largement ou pas. On va avoir certainement de toute façon des répercussions sur le prix du pétrole. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Sur les bancaires aussi, les bancaires et les financières. Donc assurance, c'est une fois c'est l'assurance, une fois c'est la banque, mais bon, globalement, le secteur est porté par l'augmentation des taux d'intérêt et les politiques monétaires restrictives. Et les très, très, très grands gagnants ou gagnantes sont les banques et les banques périphériques. On en parlait tout à l'heure avec les banques espagnoles. J'ai en tête 2 calls cette année qui ont été plutôt profitables, que ce soit Bank of Ireland, donc comme son nom l'indique, celle-ci est en Irlande, et qui doit faire 20 ou 30%, peut-être 40%.
40, c'est pas très grave, de performance en year-to-date, et une CaixaBank, pareil, qui a des performances year-to-date qui sont insolentes. C'est des banques qui ont eu tout juste toute l'année. Mais là encore, début d'année, je reviens à ma réflexion de tout à l'heure. Se dire au début d'une récession dont on ne connaît pas encore la durée, la profondeur, se dire qu'il faut investir dans les matières premières, énergétiques, le secteur financier ou l'industrie, c'est une récession. Donc tant qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, pragmatiques. Quels sont les signaux que le marché nous envoie pour l'instant? Il veut payer de la banque, il veut payer de la banque périphérique. Début d'année, alors c'est des banques qui sont extrêmement concentrées, qui font que du retail. D'ailleurs, si on regarde la perf du secteur bancaire en zone euro, il se tient bien mieux par rapport aux US qui sont plus BFI. Donc on a des earnings aux US qui sont extrêmement déficitaires. En Europe, ça se tient bien parce qu'on a aussi énormément de banques. C'est très diffus comme secteur et très spécialisé. Et donc Bank of Ireland et Caixa font essentiellement du retail. Et là, on voit la puissance des taux, la puissance des hausses de taux d'intérêt sur les PNL de ces banques-là. Elles étaient très concentrées géographiquement, donc la guerre en Ukraine s'est passée comme une lettre à la poste. Elles ont surperformé à la baisse et puis elles ont capté quasiment toute la hausse. Donc quand on va chercher de la duration, alors moi j'ai mes lunettes equity, je suis team equity, je suis pas team bonds, mais c'est vrai que voilà, on va aller jouer la duration comme ça en allant sur ces banques-là. Mais, et vous dites il faut écouter le marché. Le marché envoie des signaux depuis 2-3 mois. En fait, il faut pas les ignorer. Ne pas les ignorer. C'est un premier pas. On a beaucoup de biais. On peut être contrariant ce qu'on veut, mais c'est vrai que de toute façon, le marché aura toujours raison quoi qu'il arrive. Donc il faut suivre le marché. Pour l'instant, ça paye encore. On voit sur la fin de l'année, enfin sur toute l'année et début d'année encore. Donc allons-y. Mettons à profit des creux de marché s'ils devaient arriver pour se repositionner pour ceux qui ne sont pas suffisamment positionnés sur les banques. Après, il faudra faire attention, peut-être deuxième partie de l'année, si on commence à avoir une inflexion de politique monétaire, mais on aura le temps de s'ajuster. On regarde à 2, 3, 6 mois éventuellement. Et que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, j'y crois pas trop à un pivot, pas un pivot, en tout cas sur 2023. Madame Lagarde a été claire. Cette fois-ci, on a retenu la leçon. On écoute nos banquiers centraux. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer plein de choses. Il faut les écouter. Madame Lagarde a été claire. Elle a pris de bâton pour nous dire qu'il y aura 2 voire 3 hausses et que derrière il y a une réduction du bilan. Et aux États-Unis, ça sera exactement pareil. Et ça veut dire en creux, parce qu'on parlait de Tesla qui chute de 10% pour la première séance de bourse aux États-Unis de cette année. Après déjà moins 65% l'an dernier. Ça veut dire que c'est pas encore le moment de se réintéresser à ces grandes blue chip tech ou blue chip tout court américaines. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de retournement haussier et c'est trop corrélé au taux. Donc de toute façon, les taux baissent quand même aujourd'hui. Alors je sais que sur une séance, c'est peut-être pas pertinent. C'est marginal, mais les taux vont encore monter. Quoi qu'il arrive, ils vont rester hauts de manière durable. Et quoi qu'il arrive, ces grosses boîtes chèrement valorisées encore, il faut le souligner, parce qu'on a eu des baisses assez importantes, mais des valos qui sont toujours importantes. Peut-être pour Meta, mais bon... c'est value Meta. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. C'est quoi, 10, 11 de PE maintenant, Meta à peu près, mais bon, le marché n'a pas forcément encore compris ce qu'était le métaverse, donc on n'achète pas. Et puis Tesla, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle reste chère par rapport, et encore une fois, je ne la comparerai pas, mais je me permets de ne pas la comparer aux autos européennes ou même américaines. Bah si, Stellantis, c'est 2 de PE. Ouais. Non ? Il y a un peu de marge à 37 pour une Tesla, alors, dans ce cas-là. Ouais. Mais c'est beaucoup de problèmes opérationnels également. Ouais. Donc des rabais, des problèmes de pricing en Chine, Enco. Donc c'est pas que Musk qui est à l'origine de la baisse de Tesla. Ouais. Donc être contrariant, c'est une chose. Ça améliore rien, mais il y a quand même une réalité fondamentale pour un groupe comme Tesla aujourd'hui qui justifie encore ces sanctions. Donc c'est un peu trop tôt d'aller se repositionner sur la tech US. Il y aura certainement mieux à faire. Enfin, moi, je suis plutôt partante d'aller sauter dans un train en marche plutôt que rester sur le quai et d'attendre. Non, mais c'est intéressant parce que ça commence à construire une vraie tendance quand même au fil des mois de voir cette surperformance des thèmes cycliques industriels. Exactement. Encore une fois, Eric, se dire qu'il faut avoir de l'énergie, des banques, de l'industrie au démarrage d'une récession dont on ne sait rien encore. Oui, mais en fait, je pense que la problématique vient du mot récession. En fait, on a voulu juste refroidir l'économie et on persiste à dire qu'il y a une récession. C'est pas une récession cyclique. En Europe, on n'était pas en surchauffe. Hein. C'est pour ça que le terme de refroidissement pour l'économie européenne, il est un peu... Les taux, oui, mais l'économie américaine est au-delà de sa tendance. En Europe, oui, mais c'est la seule arme qu'on a. C'est la seule arme qu'on a pour lutter contre l'inflation. C'est un peu rustique. Donc, mais oui, c'est même si elle marche pas très bien. Enfin bon. Oui, si le marteau, ça marche au bout d'un moment. Hein. Oui, forcément. Donc
moi, je pense que c'est plutôt refroidir les Ah ouais, je anticipations. comprends. Voilà. Et c'est pour ça que, et du coup, ça m'amène à dire, je suis incapable de savoir dans quoi il faut investir. Je pense que c'est trop tôt. Il faut attendre la normalisation de ce phénomène-là macro qui est très important. Et d'ailleurs, tous les trimestres, on a le droit à une mise à jour avec les résultats des entreprises. Et j'ai pas vu un secteur qui s'échappe, bon, à part le luxe et puis l'énergie, bon, d'accord. Le reste, c'est de la micro, c'est-à-dire comment les chefs d'entreprise se sortent de ce problématique qui est quand même énorme. Donc, je sais pas si les industries font mieux que les services, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment entreprise par entreprise plutôt qu'en secteur. Donc, la réponse, moi, j'ai un peu de tout, et puis j'ai une poche importante pour faire du picking. Et par contre, j'écoute ce que le marché veut me dire, en fait. Je n'ai pas de certitude. Donc, je suis surpris qu'on ait 3-4% de hausse en début d'année. Je continue de m'alléger pour attendre que le marché... Parce qu'il n'y a rien de plus. Ce qui va se passer, c'est que en fin de mois, on va voir les résultats d'entreprise. Et là, vous aurez, boum, des moins 10 et puis des... Tant qu'on n'aura pas, pour moi, normalisé l'économie. Et elle n'est pas normalisée. Donc on ne peut pas raisonner... on est encore entre les effets d'inertie du Covid, oui. le choc monétaire qui n'est pas encore c'est énorme, à plein effet dans l'économie. Ouais. Je ne consulte pas assez de chefs d'entreprise, mais il me semble que la priorité, plutôt que l'investissement, c'est de conserver son chiffre d'affaires, essayer de répondre à un carnet de commandes. De servir les clients. Et de Michelin nous dit il y a 2 mois, on devait on devait faire partir 1200 personnes dans les équipes de production. C'était le plan de départ qui était prévu. Et maintenant, non. On coupe en deux. On va en faire partir que 600 parce qu'il faut qu'on produise. On a des carnets de commandes, on a des clients à servir. C'est pour ça qu'on ne peut pas valoriser. Faut attendre que ça se stabilise. Et alors, si on est aussi, parce que vous êtes tous optimistes finalement, bah non, mais si, c'est quand même assez risquant comme discussion. C'est quand même assez risquant. Mais il faut faire comme la guerre. Est-ce qu'on va chercher des small caps alors Non, pas encore. Non. Là, le marché, pour l'instant, dit rien. Ou rien de bon. On peut justifier parce que y a plein de boîtes qui se payent rien. Mais si le marché n'en veut pas, il n'en veut pas. Ça sert à rien. Donc toute l'année, on s'est dit c'est une belle boîte et puis vous perdez moins 40, moins 50. Le marché a un peu plus d'appétit, mais pas suffisamment encore pour aller jusqu'à cette échelle de risque. Voilà. Et en fait, on s'est posé la question en fin d'année. Vous savez, Grégoire, on avait une séance de rattrapage. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient loupé la hausse des grosses valeurs, il y avait une petite séance de rattrapage, une semaine, 15 jours. Sur les mid, pas les small, les mid, et on l'a eu, voilà. Et ben aujourd'hui, ça va encore perdurer le temps que les gros indices montent, mais je ne crois pas qu'on aille plus loin. Enfin, ça se justifiera pas. Parce qu'il n'y a pas la liquidité. C'est pas à ce stade de l'année, c'est pas l'année du grand rattrapage des small et mid cap qui sont toujours à terre. Parce que personne autour des tables a un scénario clair. Mais je sais pas. On se dit que la récession c'est pas si grave, qu'on est dans une phase où on investit, il va falloir produire, etc. Tout ça, c'est quand même des bonnes cases pour cette classe d'actifs, pour ce segment de marché domestique, en plus moins exposé aux mouvements géopolitiques internationaux, etc. Ça commence à cocher des cases, sans parler de la valo. Mais c'est déjà bien payé, je trouve. Alors Nathalie. Peut-être chose. Quand on écoutera cette émission, peut-être dans quelques mois, on s'en vendra les doigts, j'en sais rien. En fait, les small mid, les small surtout, parce que on va dire il y a des mid à 10-15 milliards. Oui, bien sûr. C'est un compartiment, une classe d'actifs à part entière, c'est reste des actions, mais c'est quand on veut sensibiliser un portefeuille. Et donc, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une phase où on a envie de sensibiliser ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes opérations à faire sur des mythes, comme il peut y avoir des très bonnes aussi sur des valeurs de croissance. On ne peut pas avoir un bêta trop fort là aujourd'hui. En fait, ça dépend de votre... encore une fois, cette gestion de couple rendement-risque, avoir. Par exemple, si vous avez le panorama qu'on faisait tout à l'heure en comparaison 2023 par rapport à 2022, comme dire, on a l'impression que... en tout cas, on commence l'année en voyant le verre à moitié vide, donc peut-être qu'au final, il sera à moitié plein. Mais on n'est pas en train de dire qu'il va se remplir. Les small mid, quand je vous vois en début d'année 2022,
c'était une classe sur laquelle on était investi, même en multigestion en fait. Et quand on a commencé à voir le fait que ça commençait un petit peu à sentir mauvais, mais sans avoir aucune notion de combien de temps ça pourrait durer, on a eu après la même logique sur nos positions sur du high yield que sur des small mid. C'est en général assez lié. Hein. Et alors on peut dire, non, on est déjà à moins 10. On fiche, en fait. C'est une classe d'actifs sur lesquelles, pour moi, il ne faut pas hésiter à se dire, si on veut désensibiliser, c'est pas grave, ça vient de faire moins 10, on veut désensibiliser du risque. Et bien, la même chose sur à la hausse. C'est quand on aura suffisamment de visibilité, je pense, pour se dire, il vaut mieux prendre des small qui ont pris 15%, c'est pas grave, hein, elles ont encore du chemin à faire. C'est que les small, c'est vraiment cette caractéristique-là qui fait que c'est un outil de sensibilisation. Donc c'est vraiment du risk management. Vous dites aujourd'hui de ne pas être exposé trop, en tout cas, au small. Exactement. En fait, la clé, quand on regarde... C'est pas contre les entreprises côté de petite capitalisation. C'est vraiment l'opportunisme. C'est quelque chose, c'est comme quand vous raisonnez sur la valorisation, vous pouvez dire, c'est pas cher, j'achète. Oui, mais c'est pas cher, mais ça peut continuer à être pas cher et de moins en moins cher, et donc ça peut être du value trap. Et bien, à l'inverse, les small, c'est à peu près la même chose aussi, parce que vous n'avez pas de biais cyclique. Vous avez des small avec beaucoup de croissance, et vous avez des small très cycliques. Mais il ne reste pas moins que le point commun dans ces deux segments, ça reste la sensibilité et le fait de vouloir remettre du risque dessus. Et pour que le flux revienne sur les small, pour que les small repartent, il faut du flux acheteur. Et pour que le flux revienne, il faudra être un petit peu patient. Et la clé reste encore une fois la diversification. Moi, je vois pour nos portefeuilles, la composition, elle n'a pas été foncièrement modifiée entre octobre 2021 et comment débuter l'année. Parce que la diversification, pour moi, reste clé en 2020, tant qu'on n'a pas la visibilité. Et pour remettre du risque, eh bien, il faudra qu'on en ait plus. Et puis surtout, quand on voit les disparités de performance que vous avez pu regarder sur la classe action, small, mid, big confondus, vous avez des performances sur des fonds actions sur 2022 qui vont entre plus 10, plus 15, jusqu'à moins 40. Ah oui. Avec des très belles gestions, avec et donc tout est toute une question, en fait, on ne peut pas savoir au bon moment c'est quoi l'actif qu'il faut avoir. Je pense que la diversification, tant qu'on n'y voit pas plus clair, il faut rester très diversifié. Et donc il y a des très belles gestions qui peuvent faire des small mid. On peut remettre un portefeuille, mais il ne faut pas que ça. Faut pas que ce soit. Il n'y a pas encore suffisamment de visibilité pour prendre des paris ou avoir des convictions très fortes qui amènent à concentrer des portefeuilles sur des thèmes ou des paris spécifiques. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, est-ce que c'est le moment où il faut surpondérer la Chine ? Est-ce qu'il faut avoir des émergents ? Oui, est-ce qu'il faut avoir... C'est des choses sur lesquelles, en fait, il faut avoir un peu plus de visibilité pour... En tout cas, je pense que c'est ça qui fait que les small sont toujours... Elles sont pénalisées un petit peu en amont. Elles reviennent sur le devant de la scène après les autres. Mais par contre, l'effet compensateur de performance, l'effet de levier, vous en aurez toujours à prendre. Hein. Sandra, sur les small et mid, et puis Eric bien sûr, mais... Tout est dit et je suis d'accord avec Nathalie. C'est pas le moment. C'est un peu tôt et j'aime comparer l'indice small et mid européen un peu au Nasdaq en termes de comportement boursier, avec une tendance qui est fortement baissière, qui a été en relatif toute l'année, qui a fait des points bas. Certes, il y a la liquidité qui pèse. Je pense qu'il y a un appétit pour le risque qui n'est pas forcément revenu. On le voit sur le rebond d'octobre-novembre, où le gros de la hausse... Alors, small et mid, il n'y a pas eu du tout. Non. Ça a sous-performé fortement à la hausse, donc sur ce rallye de 2 mois. Et moi, je m'interroge plutôt sur la qualité de ce rebond. On en a parlé énormément, on était tous contents, on s'est tous tapés sur le ventre, c'était génial. J'espère qu'il va tenir. Je vous avoue, je reste optimiste, mais je m'interroge sur ça et je m'interroge sur ce rebond et je me dis, est-ce qu'il est vraiment costaud ? Parce qu'un rebond qui n'est pas forcément alimenté par de la liquidité, qui est alimenté par du rachat de short et sur lequel, normalement, quand on a un rebond de marché, il y a un appétit pour le risque.
les small limits sont restés sur le carreau. Ouais. Donc je m'interroge un peu sur ça. C'est une petite brique qui manque peut-être pour être en tout convaincu cas, que ce rebond est un vrai redémarrage c'est une brique effectivement qui nous soutenable. manque. Ah Et en même temps, c'est assez. On comprend, et Nathalie a complètement raison, elle a dressé un portrait parfait du segment et du risque associé. Et Eric parlait tout à l'heure de sélectivité et de stock picking. Et il y a quand même des choses à faire dans le secteur. Mais attends, on classe a- d'actifs est valorisée comme si c'était la grande dépression économique. Complètement. Je veux dire, Complètement. Mais il y a c'est encore la fin du monde qu'on a des pricé belles sur histoires, ces... que ce soit sur les larges ou même sur les small. On a des boîtes comme Do & Co, par exemple, une société autrichienne qui est spécialisée dans la restauration événementielle. Donc, justement, tout ce qui va être les salons, etc., qui prend 20% year-to-date, qui a des croissances de top line et de bottom line à pratiquement 2 chiffres, qui a une croissance du marché, un boulevard devant elle avec 8% sur les 5 prochaines années. On a plus récemment rentré SES Imagota, qui est une société qui fait de l'étiquetage électronique. Donc on passe de la fameuse étiquette papier dans les supermarchés à l'étiquetage électronique. Il y a eu un énorme contrat avec... C'est chez Walmart, c'est ça, qui vont exercer leur savoir-faire pleinement. Effectivement, en plus avec l'inflation, Mais les prix ont beaucoup changé. Les prix bougent. Exactement. C'est facile ça de fait les du faire business bouger sur les Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Maintenant, all in all, je n'irai pas forcément... Mais là, c'est pour dans 3-5 ans. C'est ça qu'on construit peut-être, les stock pickers, les gestionnaires d'actifs spécialisés commencent à construire. Construire maintenant pour 3-5 ans ouais. J'aimerais bien que ce soit rentable un peu plus rapidement que 3-5 ans. On espère. 3-5 ans, c'est loin. Mais je veux dire, je pense que ce sera peut-être sur une deuxième partie de l'année si effectivement on a beaucoup en tout cas un début de réponse à nos questions, parce qu'on en a énormément. Il y a plus de questions que de réponses aujourd'hui. Et à partir du moment où l'investisseur aura un peu plus confiance dans la reprise économique, qu'on aura une stabilité peut-être dans les politiques monétaires aussi ou des datas macro, on aura un appétit pour le risque qui reviendra. Et effectivement, là, il faudra savoir payer massivement, même si les small ont pris 10, 15, 20%, il faudra se jeter d'entrée en marche pour éviter justement de rester sur le carreau. Y aller maintenant, c'est le risque que ce soit encore dead money, à minima. Ou on a le momentum contre nous, là, pour l'instant. Voilà. Vaut mieux avoir le vent dans le dos. Ça peut aller vite, en fait. Parce que une semaine, 1% par jour, vous êtes géant, vous n'êtes pas forcément investi. Si vous voulez vous rattraper, il faut aller sous forme sur de les blague. très belles. Sous forme de blague, en 2 séances, on a fait mieux que le livret A déjà cette année. Oui. Donc, ça peut... D'autant que le premier trimestre a toujours été relativement bon normalement pour les small. Pour les small. Ouais. Donc... moi, je pense que ça dépend des 15 premiers jours des marchés. C'est-à-dire qu'on sent si l'appétit pour le risque est un peu plus durable ou c'est juste parce que, on est le 2-3 janvier. Mais ça peut le faire. C'est ça que... On a toujours, ça marche ça, l'idée qu'on a envie de racheter en début d'année, ce qui a le plus baissé. Déjà, Tesla, c'est le contre-exemple. Il ne faut pas racheter Tesla, en tout cas sur la première séance de bourse de l'année, mais il y a toujours l'idée qu'on on est tenté de racheter ce qui a le plus baissé l'année passée. Non ? Ça, je sais pas. En tout cas, ça a marché. Là, c'est parce que vous me dites, il faut continuer avec. Moi, je trouve ça très dangereux d'être contrariant, mais après, on a eu beaucoup de sirènes qui sont venues nous chanter à l'oreille toute l'année dernière. Je pense qu'on a encore les stigmates dans les portefeuilles. Et j'ai plutôt... Après, c'est notre façon de faire et notre stratégie de gestion. On va être plus momentum que contrariant, même s'il ne faut pas l'être de manière généralisée. Ça peut s'appliquer à des titres, à des secteurs, etc. Mais... je trouve qu'il y a encore pas mal d'incertitudes et je préfère être pragmatique, n'ayant pas toutes les réponses et suivre des momentum et suivre le marché plutôt que ramasser des couteaux qui tombent. Tesla, elle nous a tranché. Et devoir attendre longtemps. Et devoir attendre longtemps. Je suis un peu impatiente a priori. Mais... Eric ? Je sais pas, mais le seul titre qui fait 20% depuis le début de l'année, c'est Atos. Donc, c'est une situation spéciale, Atos. Oui, Forestia, vous êtes à quoi, à 14 ça a perdu, toutes les semaines, ça perdait. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Je crois que ça dépend de l'appétit du marché. On va le savoir très vite. Si on se cale à la première statistique ou d'inflation ou de croissance qui n'est pas dans le bon sens, ça va vite se calmer. Par contre, pour peu qu'on ait un chiffre d'inflation, je ne sais pas, beaucoup plus faible qu'attendu, là, on va commencer à se dire, finalement, le pivot, il était déjà derrière. Et donc, ça change un peu. Ça durera peut-être un mois, mais
c'est assez compliqué comme en termes de timing. C'est pour ça que je pense qu'il faut être un peu partout et puis avoir un potentiel de cash. Pas de bling, moi je sais pas de bling, c'est cash. Ah ouais. Ouais, c'est cash. Toujours pas. Non. Reprendre de la duration obligataire, non, ça n'a pas de sens. Ça a pas de- enfin, Ouais, pour moi, parce que j'ai besoin de mon cash pour ou suivre le marché ou être contrariant. Parce qu'en 2 jours, j'ai fait 1 an de rendement obligataire. Voilà. Bon, on verra. Je sais pas, le livret A, normalement, le taux va être remonté à 3%. Alors, c'est le livret A, c'est pas comparable à un portefeuille boursier, bien sûr, mais ça donne quand même un benchmark, une référence monétaire. Oui, voilà, c'est ça. Et je voyais, encore une fois, le T-bills américain 1 an, échéance novembre 2023, 4,75% de rendement pour un investisseur en dollars. Ça couvrira même peut-être en partie l'inflation en fin d'année, 4,75% de rendement. Tout dépend ce que fait le dollar sur l'année. Oui, non, mais pour quelqu'un pour en dollars, oui. Laissons les effets de change de côté, on n'en a pas parlé effectivement, mais bon, l'euro était reparti assez fort à la hausse là aussi, depuis quelques mois maintenant, depuis qu'on était passé sous la parité à la fin de l'été ou au début de l'automne. Merci à vous 3. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sandra Servat, Porzampar, qui était avec nous, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Porzampar. Nathalie Pelleras, directeur général de 4.CM. Et Eric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et j'allais dire, c'est l'épisode 2 de ce thème qu'on a commencé à développer avec Paul Defroment, que nous retrouvons ce soir en plateau. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes analyste chez Bryan Garnier. Oui, c'est un thème qu'on a déjà abordé avec vous il y a une paire de mois à peine, pour avoir une photo un peu globale effectivement de ce que va être ce marché des bornes de recharge électriques. Je redonne le chiffre assez spectaculaire que vous nous aviez apporté à l'époque. On estime environ 100 millions de véhicules électriques en 2030 en Europe, 70 à 100 millions, j'ai repris les chiffres que vous citiez, et il faudra passer de 400 000 bornes aujourd'hui à 34 millions en 2030 et 65 millions en 2035. En tout cas, c'est les projections qu'on peut faire pour montrer un peu l'ampleur que doit prendre ce marché des bornes de recharge électriques. Une fois qu'on a dit ça, le focus du jour, Paul, c'est celui des bornes de recharge rapides. Tout à fait. Là aussi, avec un autre chiffre spectaculaire, et je vais vous laisser nous expliquer, les bornes de recharge rapides, il n'y en a pas, ou quasiment pas. C'est à peine 5% du marché aujourd'hui. Et pourtant, c'est peut-être là où il y aura le plus de valeur à exploiter pour les opérateurs et les investisseurs. Alors, aujourd'hui c'est pas 5%. Aujourd'hui, c'est même moins que ça. C'est vrai que dans les prévisions qu'on fait, 34 millions en 2030, tout type de bornes confondues. Vous avez tout à fait raison. Et on estime que l'ordre de grandeur, ce sera 95% pour de la charge lente, 5% pour la charge rapide. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que la charge rapide n'est pas un marché dynamique ou important. Est-ce qu'il aura plus de valeur que la charge lente ? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le besoin est très important et le marché n'est pas encore tout à fait défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens pensaient encore il y a peu de temps que ce ne serait que des autoroutes. Et finalement, on se rend compte qu'on en a aussi besoin en ville, en milieu urbain, périurbain, parce que vous avez des sociétés de taxi, parce que vous avez des sociétés de livraison qui ont besoin de charge rapide. Donc la charge rapide aujourd'hui, c'est au-dessus de 22 kW, mais aujourd'hui, on parle même d'ultra rapide, c'est charger son véhicule en à peu près moins de 20 minutes. Là où la charge lente, pour donner un ordre d'idée, c'est plusieurs heures. Ouais. Donc ça c'est un point important. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, vous donniez le chiffre de 400 000 bornes, c'était en 2021. Ouais. Donc charge lente et charge rapide. Aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres. On pense qu'on est à un peu plus d'1 million. D'accord. Et juste pour donner un ordre d'idée, on pense, encore une fois, ce sont des estimations, qu'on aurait à peu près 20 000 points de charge rapide en Europe. Donc sur 1 million de bornes. Voilà. Ouais. Donc c'est un marché qui, s'il suit nos prédictions, devrait croître d'à peu près 75% par an en nombre de points de charge d'ici 2030. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est un marché qui cherche ses frontières d'une certaine manière. Vous le disiez, au départ, c'était fait pour les trajets longue distance, donc les relais autoroutiers. Et puis, effectivement,
ça va se diffuser sans doute en dehors des simples aires d'autoroute ou stations de recharge sur autoroute. En ville, vous le disiez, et même peut-être dans les milieux périurbains, il y aura une utilité à avoir des bornes de recharge rapide, voire ultra rapides. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'ultra rapide, parce qu'en fait, vous avez une avancée technologique, donc je ne vais pas vous... Ultra rapide, pour vous, c'est moins de 20 minutes. Oui, enfin, c'est au-delà c'est à partir de 150 kW. C'est vraiment c'est la puissance desservie qui compte. Et aujourd'hui, il y a encore 2 semaines, EVBox a sorti une borne à 400 kW. Donc voilà, et on se rapproche. Je pense qu'on verra, alors peut-être pas en 2023, mais en tout cas d'ici 2024, je pense, des bornes à 600 ou 800 kW. Donc on va vraiment vers de l'hyperpuissance. L'idée, c'est aussi d'aller vers la mobilité lourde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez d'un côté un progrès technologique au niveau des batteries des véhicules et de l'autre, un progrès technologique au niveau des bornes. L'idée étant de charger le plus rapidement possible pour aller, être concurrent le plus direct dans l'usage des pompes à essence. Et il y a un modèle économique pour ça ? Alors, aujourd'hui, il y a 2 modèles économiques. Les constructeurs d'un côté, comme pour la charge lente, et les opérateurs de l'autre. Le modèle économique aujourd'hui que tout le monde regarde, c'est celui des opérateurs, parce que c'est le plus récent, je dirais. Donc c'est vraiment, eux, leur mission, c'est vraiment de sécuriser des emplacements, et ensuite de s'occuper vraiment de l'installation, de tout l'investissement, et ils se rémunèrent ensuite à la charge, qui est une marge en fait sur les prix de l'électricité. Donc l'emplacement est clé, et la bataille aujourd'hui se joue sur les emplacements. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les autoroutes auront les taux d'utilisation plus importants que ce qu'on verra en milieu urbain. Et c'est pas évident. Ou périurbain. Les opérateurs spécialisés là sur ces bornes de recharge ultra rapides, cette hyperpuissance, comme vous dites, comment ils tâtonnent entre guillemets? Alors, ils attaquent, je dirais, tout type d'emplacement. Alors après, vous avez des sociétés comme Fastned qui, elles, sont essentiellement sur les autoroutes. D'autres comme Electra qui se développent, je dirais, d'abord en milieu urbain et périurbain. Il y a déjà des spécialistes, on va dire. Oui, mais encore une fois, c'est un marché qui n'est pas, c'est un marché qui est assez jeune et on ne peut pas encore tirer de conclusions. Electra est aussi présent sur les autoroutes et Fastned, notamment au UK, se développe aussi en milieu périurbain. Donc voilà, mais il y a des tendances et on ne sait pas qui l'emportera, ou est-ce que ce sera un marché équitablement réparti entre le milieu urbain, les autoroutes et le périurbain. Combien on paiera pour ça ? Combien on est prêt à payer pour ça et qu'est-ce qu'on a déjà comme retour de l'expérience utilisateur de ces bornes de recharge rapide, ultra rapide demain, hyper rapide peut-être après-demain ? Alors les CAPEX pour les opérateurs sont très importants, puisque aujourd'hui on est autour de à peu près 1 million de CAPEX pour une station qui compte 4 à 5 points de charge rapide. D'accord. Ce sont quand même des investissements qui sont lourds, parce que d'une part vous avez la borne, qui peut, pour l'hyperpuissance, peut aujourd'hui être vendu plus de 70 000 €. Et ensuite, vous avez toute la partie de génie civil, de connexion au réseau. Il faut acheter un transformateur pour acheminer l'électricité nécessaire. Donc, ce sont des investissements qui sont relativement lourds. Maintenant, les niveaux de marge pratiqués par les opérateurs sont aussi assez importants, parce qu'ils se rémunèrent, comme je vous le disais, sur un écart au niveau de l'électricité. Mais ça reste, en fonction des pays, moins cher qu'un plein gasoil sur un moteur thermique. Sur un moteur thermique. Ça restera un avantage compétitif pour l'utilisateur de ces bornes sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Oui, parce que si on reprend les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, entre 75 et 100 millions de véhicules électriques en 2030, après, moi c'est ma conviction, peut-être que je me trompe, mais c'est à peu près 25 à 30% du parc de la flotte européenne. Donc le benchmark des moteurs à combustion restera. Et aujourd'hui, nous on a fait. Alors en France, ça dépend des pays parce que ça dépend du prix de l'électricité. Mais en France, aujourd'hui, un plein avec un opérateur charge rapide, c'est entre 25 et 40 €, grosso modo. C'est quand même nettement moins cher qu'un plein du moteur à combustion. Pas pour la même autonomie, Paul. Comment ça oui, non. Oui. Alors, oui. Il faut rapporter au kilomètre parcouru, j'imagine. Je suis d'accord avec vous, mais cette autonomie, aujourd'hui, on était à 380 km en moyenne l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, sur les modèles les plus récents, on est quand même à 500. On se rapproche très vite des 600, 700 km qui sont du moteur thermique. Donc la sensibilité au prix
pour des opérateurs, enfin pour des utilisateurs en fait, au prix de la charge rapide, restera quand même, permettra aux opérateurs de charge rapide de continuer en fait à pratiquer, à générer ce type de marge, d'après moi, tant qu'on aura 25 à 30% de pénétration de voitures électriques dans la flotte européenne. Et effectivement, en termes d'expérience utilisateur, on va apprendre à patienter 20-30 minutes dans une station-service sur autoroute ou en ville pour recharger la batterie de son véhicule électrique. C'est pas un frein, ça paraît pas un frein insurmontable en tout cas, mais c'est quelque chose qui est déjà dans l'adoption, c'est déjà quelque chose qu'on perçoit dans l'adoption des utilisateurs de ces premières bornes. Alors, moi je suis encore plus pessimiste que vous aussi. Moi je considère que c'est un frein et je pense pas qu'on arrive à 20-30 minutes. Justement, tout est fait pour que en fait, on arrive à moins de 15 minutes, moins de 10 minutes. D'accord. D'une part... Donc il y a une bataille contre le temps quand même. Évidemment. Du côté de la borne... Il faut qu'on ait le temps d'aller prendre un café et c'est tout, quoi. Voilà. Et du côté du véhicule électrique. Donc je pense pas, en tout cas pour la charge rapide, d'ici quelques années, je pense pas qu'on soit confronté à des temps aussi longs de 20 à 30 minutes, d'autant plus qu'on parle d'un plein à 100%, qui prendrait aujourd'hui moins de 20 minutes. Oui. Donc voilà, peut-être qu'il y aura plus de temps de pause, plus de temps, plus d'arrêt pour charger la batterie, mais on n'arrivera pas à 15-20 minutes ou 25 minutes, en tout cas sur les autoroutes, je n'y crois pas. Quel type de marge on a en tête là pour ces opérateurs que vous avez cités sur ce marché des bornes de recharge rapides, ultra rapides? Alors aujourd'hui en marge brute, on est entre 60 et 70%. Et si on regarde les objectifs de marge d'EBITDA, pour certains d'entre eux, on est au-delà de 40%. Ah oui. Donc c'est... Oui, il y a de la valeur, quoi. Il y a de la valeur. Et c'est un marché, complètement différent des bornes de charge lente, qui sont le gros du marché, énorme, à plus de 95% aujourd'hui, ou quasiment 100% aujourd'hui. Mais c'est des modèles complètement différents de ce point de vue-là. C'est un marché qui est très différent. Pour le constructeur de batterie, lui, ça change de borne de recharge, ça change rien. De construire une borne qui va desservir 15, 20 kilowattheures de puissance ou 600 demain, c'est à peu près le même principe ou Non. Vous avez quand même la barrière à l'entrée, je dirais, d'ordre technologique pour l'ultra puissance, haute puissance, est plus importante. Donc, c'est plus difficile de construire aujourd'hui des bornes ultra rapides que des bornes lentes. C'est un marché qui est moins commoditisé. Maintenant, et vous avez aujourd'hui, c'est un marché quand même assez concentré. Vous avez, je dirais, peu de constructeurs qui ont l'essentiel du marché. Je pense notamment à des sociétés comme Alpitronic, ABB, Tritium, Kempower. Vous voyez, on en a 4 ou 5 qui aujourd'hui en fait servent au déploiement de toutes ces bornes. Maintenant, c'est un marché qui est quand même assez différent. D'une part, le prix n'est pas le même. On est à plus de 70 000 euros pour les bornes les plus récentes. Évidemment, ces prix-là vont être amenés à baisser. Mais pour la charge lente, on est plutôt autour de 1000. Ah oui. C'est pas le même rapport. C'est sûr. Et ensuite, vous chargez beaucoup plus. Le besoin n'est pas le même non plus. Vous chargez beaucoup plus de voitures avec de la charge rapide, avec un point de charge rapide qu'avec un point de charge lente. Donc voilà, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Merci beaucoup, Paul, de nous amener à explorer ce marché naissant, effectivement, des bornes de recharge. Mais encore une fois, c'est un marché naissant, mais qui est amené à prendre une ampleur considérable au regard des projections qu'on peut faire sur le marché du véhicule électrique en Europe, sur des horizons 2030 ou 2035. Paul Defroment, qui est avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, analyste chez Bryan Garnier. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.